La colonie des EFO ne s'est pas construite en un jour. Il a fallu environ 20 ans à la France pour mettre ensemble des peuples polynésiens qui jusqu'alors menaient une existence autonome. Mais pourquoi la France s'est-elle intéressée aux îles de la Polynésie orientale? Nous sommes en fait dans la logique de l'expansion de l'Europe dans le monde. Cette expansion a été missionnaire, puis commerciale, avant de devenir militaire à partir de 1870. Les grandes puissances européennes se lancent alors dans la construction de vastes empires coloniaux en Afrique, en Asie et bien sûr dans le Pacifique. L'Océanie est progressivement partagée entre l'Angleterre qui s'intéresse à la Mélanésie et à la Polynésie centrale, l'Allemagne qui elle s'installe plutôt en Micronésie, et la France qui possède déjà la Nouvelle-Calédonie depuis 1853 et qui souhaite s'installer en Polynésie orientale, d'autant qu'elle possède là déjà les îles Marquises et elle assure un protectorat sur les îles Gambier et sur Tahiti. Comment la France va-t-elle s'approprier ces territoires, puis les administrer dans les premiers temps de la colonisation? La première étape de cette appropriation est la reconquête sanglante des Marquises, déjà annexées en 1840 puis délaissées. Nous sommes en 1880. Une fois les Marquises soumises, la France négocie l'annexion du royaume Pomaré qui s'étend sur Tahiti, Moorea, une partie des Tuamotu, Tupuai et Raivavae. L'histoire officielle nous dit que le roi Pomaré V a cédé ses États à la France le 29 juin 1880. Et il est vrai qu'un traité en ce sens a été signé par le roi et quelques chefs pro-français. Mais cette signature s'est faite sans le consentement de l'entourage du roi et contre l'avis de beaucoup de chefs de Tahiti opposés à cette annexion et qui ont été écartés de la négociation. Le royaume Pomaré annexé, la France s'est ensuite livrée à la très difficile conquête des îles sous le vent, mais elle se heurte aux populations de ces îles évangélisées par des missionnaires protestants anglais. Parmi les opposants, le chef Te Raupo de Reiatea se montre le plus virulent. Le gouverneur Gallet décide de passer à l'offensive en 1897. Les îles de la Société et les Marquises annexées, la France entreprend alors d'intégrer d'autres îles et archipels à la colonie des EFO. Les Gambier en 1882, Rapa en 1887, Reiatea en 1898, Rurutu en 1900 et Rimatara en 1901. Les EFO sont donc devenus une colonie de l'empire colonial français, qui est le deuxième empire colonial du monde, derrière celui de l'Angleterre. Cet empire est immense et s'est surtout développé en Afrique. Dans cet empire, les EFO sont très peu de choses en fait. Ils comptent 30 000 habitants sur 2500 km². L'empire colonial français, c'est 60 millions d'habitants sur 12 millions de km². En général, les habitants des colonies sont considérés comme sujets et n'ont aucun droit. Ils sont même souvent exploités, en particulier par les grandes compagnies. Et ils sont traités d'ailleurs comme des esclaves. La situation des EFO est différente car on y trouve à la fois des sujets et des citoyens. En effet, c'est unique dans l'histoire coloniale du XIXe siècle, la donation de ces États à la France par Pomaré V a fait que ces sujets sont devenus citoyens français. Mais cette citoyenneté n'a pas été élargie aux autres îles de la Polynésie orientale. C'est ainsi que les Marquésiens, les Mangaréviens, les Raromatai, les Rapa, les Rimatara demeurent sujets. La colonie est dirigée par un gouverneur qui a tous les pouvoirs. Il est assisté d'un conseil privé qui n'a qu'un rôle consultatif. Dans les archipels, il est représenté par des administrateurs qui sont le plus souvent des médecins militaires. Autour du gouverneur gravite une micro-société influente composée de colons et de quelques chefs tahitiens que l'on retrouve au Conseil général. Le Conseil général critique si durement l'administration qu'en 1903, le gouverneur Petit obtient sa suppression. La population polynésienne n'intervient guère dans la vie publique qu'au travers des conseils de district qui sont un peu l'équivalent des conseils municipaux métropolitains. Elle est aussi représentée et défendue par quelques chefs ainsi que par les églises. On constate que, comme beaucoup de sociétés coloniales, la société des EFO est cloisonnée et hiérarchisée. Au sommet de la pyramide, on trouve le gouverneur, les colons aisés, les chefs, qui mènent grand train de vie et qui se retrouvent dans les cercles privés de Papeete. À la base de la pyramide, on va retrouver les populations polynésiennes, de loin les plus nombreuses, et qui continuent à vivre de manière très traditionnelle, sous le contrôle très vigilant des prêtres et des pasteurs.
Entre les deux évoluent un certain nombre de colons peu fortunés qui souvent ont pris une femme tahitienne et qui font un peu le lien entre les deux communautés. Il faut ajouter à ce tableau de la société de l'époque l'installation d'un nombre croissant de ressortissants chinois, surtout à partir de 1907. Sur le plan économique, les EFO sont une colonie en somnolence. On rappellera tout d'abord que le choc biologique qui a suivi les premiers contacts a décimé la population qui ne cesse de décroître. On a donc un espace en friche, mal mis en valeur, faute de bras. Mais cet espace demeure peu intéressant pour une exploitation d'envergure. Par ailleurs, entre 1880 et 1914, les EFO sont une colonie isolée, perdue au centre du Pacifique et oubliée de sa métropole. Jusqu'en 1914, l'essentiel des relations commerciales se fait vers San Francisco ou Auckland. Il n'existe aucune ligne maritime régulière avec la métropole avant 1923. L'économie de marché se développe malgré tout après 1880, autour du copra et de la vanille. La production est le fait de petites exploitations familiales qui en retirent quelques profits. Elle enrichit surtout les intermédiaires et les sociétés commerciales. En dehors des produits agricoles, l'exploitation de la nacre et des phosphates fait entrer la colonie dans l'économie de traite que l'on peut apparenter au pillage des ressources. La nacre est utilisée en boutonnerie et représente un marché considérable à l'échelle de la planète. Elle donne lieu à des campagnes de plonge très réglementées qui se pratiquent d'atoll en atoll. L'exploitation des phosphates par la Compagnie française des phosphates d'Océanie, quant à elle, commence vraiment en 1911 et se développera après-guerre. Les EFO, vers 1900, apparaissent comme une colonie du bout du monde, délaissée par la métropole, finalement peu exploitée, bénéficiant d'un statut particulier, mais bien incluse dans le système colonial. Matéata Vitrac crée ses œuvres à partir d'une technique mixte où se mêlent différents moyens d'expression plastique tels que le collage, la peinture et le dessin. Fascinée par le monde des images, l'artiste glane tout ce qu'elle trouve ici et là, que ce soit des matériaux récupérés ou achetés dans le commerce, mais aussi des images existantes telles que des photographies, des reproductions d'œuvres, des images de magazines ou autres papiers imprimés de textures variées. Moi, je trouve ça très séduisant de découper, froisser, détruire, reconstruire l'image qui appartient à un autre artiste. Mais c'est un peu l'histoire de la peinture et de la représentation, c'est s'inspirer des autres tout le temps. Matéata Vitrac réalise ses tableaux en plusieurs étapes. Chaque œuvre est l'aboutissement d'un long et minutieux travail de composition et d'improvisation. Donc, je travaille uniquement sur du contreplaqué. Ça c'est du 6 mm ou 4 mm, ça dépend des formats. Parce que comme il y a des manipulations, donc beaucoup de couches de papier, du ponçage, ce support s'y prête plus qu'un support en toile. Le problème de la toile, c'est que c'est beaucoup plus fragile. Le support rigide est entièrement recouvert d'un vernis-colle étalé à l'aide d'une brosse. Donc ensuite, je prends mes papiers. Donc je les froisse pour obtenir des veines. Et je remets de la colle par-dessus. Les papiers sélectionnés sont fragmentés, puis froissés avant d'être marouflés sur le support. Le froissement du matériau crée des effets de matière, des veines, qui seront révélés plus tard au cours du ponçage. Et je continue donc l'opération jusqu'à ce que tout le support ait disparu. Le ponçage est une étape délicate mais essentielle. Effectué à l'aide d'un papier de verre fin, il permet de supprimer les épaisseurs dues à la superposition des fragments de papier. Ici, on a tous les reliefs créés par les collages. Et en fait, c'est ça que j'appelle les veines qui apparaissent une fois que
la matière est retirée. Alors ça aussi, ça peut durer très longtemps. Cette étape dure plusieurs heures, voire des jours, avant d'obtenir une surface entièrement lisse, au risque de créer ce que l'artiste appelle des accidents. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça crée des accidents. Donc il y a des endroits où il y a de la déconstruction, oui, mais il y a d'autres choses qui se reconstruisent derrière, en fait. Donc il y a vraiment une grande part d'aléatoire. Enfin, même pour moi, c'est la surprise à chaque fois. Enfin, je choisis les couleurs et un petit peu l'organisation, mais la plupart du temps, il y a une certaine magie, en fait. Les choses apparaissent un petit peu toutes seules et je m'adapte, je suis le tableau. Je sais pas où il veut m'emmener. Le ponçage terminé, l'artiste recouvre le tableau d'un vernis brillant pour observer les effets de transparence souhaités. Si le résultat lui convient, elle applique au support de nouveaux éléments, plus délicats. Donc soit des petites feuilles comme ça. Voire précieux. Alors, il y a la feuille d'or aussi. Mais pourquoi utiliser une feuille d'or ? Oh, j'adore tout ce qui est toute la peinture de la Renaissance, les vieilles icônes italiennes. Après ces derniers collages, Matteata Vitrac entreprend un long travail de peinture pour mettre en valeur certaines formes ou en faire disparaître d'autres. L'artiste utilise une peinture pour vitrail transparente ou opaque. Alors, je fais disparaître aussi toutes les lignes de séparation en fait, qui apparaissent avec les collages. Soit elles disparaissent au ponçage, et celles qui ont résisté, je les recouvre. Et ça donne en fait une certaine homogénéité, on ne voit plus toutes les brisures d'un papier à l'autre. En 2005, Matteata Vitrac a réalisé une série de diptyques sur de grands panneaux de bois rappelant les vitraux. Elle a puisé son influence chez quelques grands maîtres du XVe siècle. Donc voilà, je suis allée emprunter ces peintres comme Giotto, Fra Angelico, Piero della Francesca, Raphaël, leurs petits anges. Je leur organise un nouvel espace. Tout ce petit monde communique. Donc on retrouve exactement les mêmes matériaux que dans le tableau rouge. Des feuilles de papier qui créent des formes un petit peu courbes. Des papiers avec énormément de texture, de matière, mais tout a été poncé, donc c'est finalement devenu très lisse. Et puis faire disparaître les juxtapositions entre les différents collages. Le but, c'est qu'on ait l'impression que c'est vraiment une image, que ce soit très homogène. On voit vraiment plus... tout ça sont des images séparées. Matteata Vitrac s'intéresse également au travail d'illustration de livres. C'est une commande du CRDP sur la guerre de Troie. Donc on m'a demandé d'illustrer le voyage d'Ulysse de Grèce jusqu'à Troie. En 2010, Matteata Vitrac a illustré un recueil de poèmes intitulé Utopia, écrit par Gilles Cerdan. Elle a effectué un important travail graphique au feutre fin qui se superpose aux aplats de couleurs acryliques. Le collage est une technique artistique intéressante qui permet de tirer parti de matériaux multiples pouvant être puisés dans la vie courante. Le processus de réalisation d'une œuvre collagiste est caractérisé par deux étapes essentielles, celle de la déconstruction et celle de la reconstruction. Afin de comprendre ces deux notions, intéressez-vous aux différentes formes de collage apparues dans l'histoire des arts et aux artistes qui en ont été les précurseurs. En 1896, Athènes est le théâtre des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, plus de 15 siècles après la disparition de ceux de l'Antiquité. La rénovation de l'olympisme est attachée à la figure du baron Pierre de Coubertin, homme convaincu des vertus pédagogiques et patriotiques du sport. Toutefois, la volonté de faire concourir des athlètes au nom d'un idéal n'est pas une nouveauté. Les vertus athlétiques de l'Antiquité inspirent par exemple des professeurs de Grenoble, qui, à partir de 1832, organise au Rondeau, tous les 4 ans, une promenade olympique en la mémoire des Jeux.
En Angleterre, William Pennybrooks, dont l'influence sera décisive sur Coubertin, crée en 1850 les Jeux olympiques de Wenlock, qui existent toujours. Enfin, le grec Evangelos Zappas ressuscite en 1859, dans un esprit romantique et nationaliste, les Jeux à Athènes. Toutefois, le rayonnement de ses précurseurs ne dépasse guère les frontières, alors que Coubertin inscrit d'emblée son ambition dans une dimension internationale. Aussi, le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin voit à 31 ans son rêve se réaliser devant les représentants de 13 nations réunies à la Sorbonne. La communauté internationale, au nom de valeurs humanistes, ressuscite l'olympisme. Le Comité international olympique est alors créé et l'architecture des Jeux est posée. Selon une conception aristocratique du sport, il proclame l'amateurisme des Jeux et fixe leur périodicité à 4 ans, comme dans l'Antiquité, avec pour devise « plus vite, plus haut, plus fort ». Le choix symbolique de la ville d'Athènes s'impose pour la première Olympiade moderne. Le 6 avril 1896, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne débutent ainsi au stade panathénaïque sur les notes de l'hymne composé par Spyros Samaras sur un texte de Kostis Palamas. Pendant 9 jours, 60 000 spectateurs assistent à 41 épreuves issues de 9 sports. Athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis, tir. 241 sportifs issus de 14 nations s'affrontent. Plus de la moitié des compétiteurs sont grecs. La plupart viennent d'Europe. Les seuls pays hors du vieux continent ayant envoyé une délégation étant les États-Unis, le Chili et l'Australie. Tous les participants sont des hommes. L'idée d'une participation féminine étant, selon le père des Jeux, inintéressante, impratique, inesthétique, incorrecte. Elles feront cependant leur entrée dans l'olympisme en marge des Jeux olympiques de Paris en 1900. Ces premiers Jeux sont une réussite, à une époque où le sport est pour beaucoup une fantaisie. Aussi, le succès rencontré à Athènes permet-il d'asseoir la légitimité des Jeux, qui, dès le début du XXe siècle, s'imposent comme un événement international incontournable. SI ou SI S''Y. Ces deux homophones grammaticaux n'ont rien à voir et pourtant on les confond souvent lorsqu'on les écrit et cela engendre des fautes d'orthographe. C'est le premier, SI, qui tente à prendre injustement la place de l'autre lorsqu'il se présente. Nous allons donc nous intéresser en priorité à S''Y. Comme tu le vois, il est composé de S', qui est une autre forme de SE, et de Y. Ce SE est le pronom qui sert à construire un verbe dit pronominal, comme il se repose, se reposer, elle se maquille, se maquiller. Y est le pronom adverbial qui remplace, par exemple, un complément circonstanciel de lieu, mais cela pourrait être aussi un complément d'objet indirect. Il se repose dans sa chambre, il se repose où, dans sa chambre, remplacé par Y, que l'on place avant le verbe. Il s'y repose. Une astuce, en cas de doute, dégage le verbe pronominal en réfléchissant un peu. Ici, il faut reconnaître le verbe se reposer, ou bien cherche Y en posant les bonnes questions. Il se repose où? Dans sa chambre, remplacé par Y. C'est un peu plus compliqué. Nous ne nous attarderons pas sur l'homophone SI, qui peut être au passage un adverbe,
une conjonction. Voici quelques exemples de son utilisation très variée, mais en tout cas jamais juste avant un verbe. Concluons enfin ce module avec la célèbre devise de Louis XII, qui avait choisi, pour se représenter symboliquement, un porc-épic. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui se frotte à mes piquants, se piquera à mes piquants. Une manière d'avertir ses ennemis qu'il risquait d'avoir fort à faire s'ils cherchaient à l'attaquer. Le ou lui, la ou lui, les ou leur. Le, la, les sont des pronoms personnels. Comme tous les pronoms, ils servent à remplacer quelque chose. En général, un nom ou un groupe nominal. Dans une construction directe, c'est-à-dire répondant à une question directe, à partir du verbe. Question qui sera qui ou quoi. Exemple. Je connais qui? Sa fille. Je la connais. J'aime qui? Les parents de Marie. Je les aime. Lui et leur sont également des pronoms, mais ils remplacent des noms dans une construction indirecte. On posera une question indirecte à partir du verbe. À qui? Marc parle à qui? À Marie. Marc lui parle. Marc parle à qui? À Pierre et à Marie. Marc leur parle. Tous les pronoms dont nous avons parlé ci-dessus se placent avant le verbe et la préposition à devient inutile, sauf dans quelques cas comme « je pense à elle ». Effectivement, on ne dit pas « je lui pense ». Quelques remarques. On ne dit pas « je le parle », mais « je lui parle ». On ne dit pas « tu lui regardes », mais « tu le regardes ». Pour finir, il faut savoir que l'on peut combiner deux pronoms. Exemple, Gilles a prêté ses livres à Charlotte. Gilles les lui a prêtés. Autre exemple, la direction a accordé l'autorisation de filmer aux journalistes. La direction la leur a accordée. Tu remarques à chaque fois que le pronom complément d'objet direct, donc le, la, les, se place avant le pronom COI, lui, leur, avec qui il partage la phrase. Maintenant, entraînons-nous. So vacation's coming up pretty soon. Yeah, have you thought about where you might like to go? I want to go somewhere warm, for sure. So I was thinking maybe going Florida. Oh, I love Florida. I've Yeah. been there so many times, but every time I do, it's excellent. You should definitely go to Florida. Yeah? So when's the last time you went? Tell me about it. The last time I went was I think it was last February. Okay. How long did you stay? I stayed about 10 days, a week and a half. Cool. Okay, so did you go by yourself or? No, I actually went with my parents. Well, they paid for the vacation, Right. so It's okay, that's great. yeah. So how did you guys get there? Actually, we flew. Okay. It takes about 3 hours to fly from Detroit, where I'm from. I'm from Detroit, Michigan. Oh, And so it takes about 3 hours to fly from Detroit to Fort Lauderdale, which is the nearest airport to Naples, where I went. So then where did you guys stay once you got there? My grandparents have a condo Nice. just outside of the city of Naples, so we just stayed there. And That's good. What was the condo like? Was it big? it's not too big. It's like
the size of an average apartment. There's 2 bedrooms, a kitchen, 2 bathrooms, a living room. Oh, but the great part about the condo is that there's this really nice back porch on the end of it that overlooks a river. And that's so, cool. Yeah. Are there alligators in the river? There actually are alligators in the river. Yeah, it's pretty cool to watch them swimming by at night. And so then, you said you stayed in Naples. What is Naples like? Well, Naples is an all right city. It's not the most happening place. There's not really a lot of nightlife or clubs. So it's not really the greatest place to be for young people. Okay. Is there a beach? Yeah, there's lots of beaches since Naples is right on the Gulf of Mexico. So, yeah. That sounds good. Yeah. So, excuse me, but the Florida Keys, is that anywhere near Naples? The Florida Keys are actually a lot further south. They're just a little chain of islands that are off of the tip of Florida. But I've been there before too, and that's also a great place to visit. I'm sure that'd be interesting, but tell me more about Naples. So what did you guys do there? Well, let's see. Mostly relaxed, just relaxed by the pool. There was a pool at the condo, but we also went to the beach a lot, went out to different restaurants. One day we went to the Florida Everglades, but we had to rent a car to get there because it's a couple hours drive. Okay, well, what are the Everglades? Well, the Everglades is a national park, and it's just a big kind of swamp area in Florida, and there's a lot of different animals and things like alligators, snakes, birds. So you can see a lot of different wildlife there. Do you have any pictures? Oh, yeah. Let me see. Somewhere? Where did I put them? Oh, here we go. I don't have any pictures of the Everglades, but I have pictures from Naples. So this is outside of the condo. There's lots of palm trees. Oh, that's so pretty. And then I took this on the beach when we were watching a sunset. Oh, this is great too. Yeah. So it's just kind of a nice island paradise. So then what was the weather like? Was it hot all the time? It wasn't too hot since I went in winter, but it was still really warm. It was about 70 degrees. So what kind of restaurants are there? Like, is there something special to eat in Florida? There's lots of really good food. There's a lot of seafood since it's right on the coast. Obviously. But you can also get a lot of good Cuban food there if you like Cuban food. Did you get to meet any people while you were there, like since you were traveling? Not really, because I was with my family mostly, so I was spending a lot of quality time with them. But the people were all really friendly and nice. That's good. Yeah. And how about shopping? Did you get any like souvenirs? Did you go out to any stores? Yeah, well, I bought a new bathing suit because I really needed one because I was at the beach so much. Yeah. But I also bought some saltwater taffy, which is this kind of soft, chewy candy. Well, I'll try that too while I'm down there. Yeah. And did you get to send any postcards? You know, I sent a couple back to Michigan. I sent one to my brother and another one to one of my friends. Okay, so 2 questions. Yeah. First, if you had to choose the favorite thing from this vacation so that I could go do it, what would you say was your favorite? Well, what I really, really enjoyed doing was one day we rented a boat. So if you have the money to rent a boat, you should give it a try. We got to see a lot of dolphins and even some manatees. Cool. But if you don't have a lot of money, you could always do the same thing at the beach. Well, I'll see how much money I have left after shopping. Yeah. Okay, and then second question. If you could go back, what would you do that you hadn't done the last time? Well, I think I would have probably made a trip to Disneyland or Disney World. I've never been to Disney World or Disneyland. Well, if you go to Florida, maybe you can go. Yeah, that's a good idea, especially if it isn't far. Yeah. Okay, so you would say you had a good time in Florida? Oh yeah, it's very relaxing. Okay. So. Are you planning on going back anytime soon? I'm not sure. You know, I'd love to go back. Yeah. Well, hey, you should go with me because after you describe Naples, I think I definitely want to go to Florida. Well, I might take you up on that offer since I don't have plans yet for the next vacation. Cool, sounds good. All right.
quoique en un mot ou quoique en deux mots. Ils se prononcent de la même façon et ils sont pourtant très différents. Quoique en un mot est une conjonction de subordination. Elle est en fait l'équivalente de bien que. Autre conjonction de subordination. Exemple, quoique Daniel soit sérieux dans ce qu'il fait, il est souvent en échec. Je peux dire, bien que Daniel soit sérieux dans ce qu'il fait, il est souvent en échec. Quoique en deux mots est composé d'un pronom indéfini, quoi, inanimé et indéterminé, et du pronom relatif que. Voici un exemple. Quoi que je fasse, tu me méprises. Je ne peux pas dire bien que je fasse, tu me méprises. C'est incorrect. Cela signifie quelle que soit la chose que je fasse. C'est en fait très proche de qui que dans qui que tu sois ou de quel que, par exemple, quel que soit X inclus dans l'ensemble B. Un point commun tout de même entre les deux quoique, ils sont suivis du mode subjonctif. Donc, n'oublie surtout pas de mettre le verbe qui suit les deux quoique en un mot ou en deux mots à ce mode. Maintenant, entraînons-nous. Le rivage, il y a 20 ans, se trouvait là-bas, au fond, à la limite des eaux claires. Mais chaque année, la mer grignote un peu plus notre île. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Le rivage a reculé de 30 mètres. L'érosion est de plus en plus forte. Si l'érosion continue à ce rythme-là, dans quelques années, il faudra certainement envisager de quitter notre île pour partir dans la capitale. Quand les grandes vagues sont arrivées, plein de maisons ont été inondées. On a eu très peur. On n'avait jamais vu ça ici dans la capitale. Si le niveau de la mer monte dans les années à venir, si le réchauffement des eaux continue à tuer les barrières de corail qui nous protègent, et c'est vraiment notre problème numéro 1 ici, je peux vous assurer qu'à terme, c'est la mort de notre nation. Comme des confettis déposés sur l'océan, l'archipel des Maldives essaime son millier d'îles sur plus de 800 km de long. Affleurant à peine à la surface, la limite entre la terre et l'eau est ici extrêmement mouvante. Paradis des touristes et des plongeurs, ces petites îles à l'équilibre fragile dépendent d'un organisme vivant, le corail. Accroché aux crêtes d'anciens volcans, il a donné naissance à ces îles. Cette barrière de corail forme une véritable frontière naturelle qui ceinture chaque île. Reinhard Kickinger est biologiste marin. Il étudie l'évolution de la barrière de corail et la faune sous-marine qui est extrêmement riche et variée. Là-bas, au fond, vous apercevez la barrière de corail qui affleure à la surface de l'eau. Juste après, dans la partie sombre, ça descend à pic. C'est la pleine mer. Cette barrière de corail grandit constamment au-dessus de la surface. Et elle est la meilleure protection naturelle contre les vagues puissantes, contre les tempêtes ou contre l'érosion qui menace le rivage.
Mais seul un corail sain peut protéger ces îles. Mais quand les eaux se réchauffent, comme c'est arrivé de façon dramatique ces dernières années, le corail blanchit et meurt. La frontière naturelle s'efface et ce corail, squelettique, ne peut plus arrêter les vagues. Comme on peut le voir ici, à chaque fois que les vagues s'écrasent sur le rivage, elles emportent une certaine quantité de sable. Aussi, la frontière entre la mer et la terre devient de plus en plus mouvante, de plus en plus incertaine. Comme elle change sans cesse, c'est un réel problème pour les hommes. Apparaissant comme un mirage, Malé, l'île capitale des Maldives, s'élève timidement au-dessus des eaux. Entièrement urbanisée, elle est une des plus petites capitales du monde. Maldives is a very low-lying country. You can see very nicely. Il faut comprendre que l'archipel des Maldives est un pays très plat. Vous pouvez constater ici même la hauteur de l'île. Le niveau moyen de la Terre est d'à peine 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors, si le réchauffement climatique ou la montée des eaux s'aggrave, notre pays sera très vite menacé. Dans la nuit du 11 au 12 avril 1987, Malé est envahi par les eaux. Cet événement a marqué tous les habitants de la capitale. La famille d'Ushama, qui vit à quelques mètres du rivage, a failli tout perdre. C'était minuit. On dormait et on a entendu un grand bruit. On est tous sortis et devant nous, on voyait arriver de gigantesques vagues qui se déversaient sur la route. Tout le monde était dehors. Les gens essayaient de nager, on était effrayés. Oui, c'était impressionnant. Mais il a fallu agir vite. On a pris des sacs de sable et on essayait de former des barrages devant les portes et les fenêtres parce que l'eau rentrait de toutes parts. Après, on a pris tous les objets de valeur, la télévision, le magnétoscope, et on s'est enfui à l'intérieur de l'île. Le lendemain matin, on a découvert l'ampleur du désastre. Toute cette zone-là était recouverte par la mer. Il n'y avait plus de route. Plusieurs maisons avaient été détruites par les grandes vagues. Après cette tempête, plein de gens ont définitivement déménagé dans un autre quartier de la ville. Nous, cette nuit-là, on a été tellement effrayés qu'on est parti ailleurs. On avait trop peur de revenir ici. La capitale des Maldives venait de vivre les pires heures de son histoire. La moitié de l'île se retrouvait noyée sous 1 mètre d'eau. Ça a été un choc pour la nation, car cette tempête n'a pas seulement touché Malé, mais tout le pays a été affecté. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans la construction d'un mur autour de Malé. Privé de sa frontière naturelle, la barrière de corail qui assurait sa protection, Malé devenait de plus en plus vulnérable aux assauts du vent et des eaux. Victime ces dernières années de plusieurs tempêtes inhabituelles, l'île capitale décidait alors d'ériger sa propre frontière de béton, que tout le monde appelle ici le Grand Mur. We're just going to pick up this one. Okay. After that, the process is
Okay, now we again proceed with the work. Okay, very slowly. Okay, okay. Hold it, slowly, slowly, okay. Ce projet a débuté il y a environ 5 ans. En ce moment, nous attaquons la dernière phase des travaux. Une fois fini, tout Malais sera entouré par ce mur qui protégera la ville pour au moins une génération. Le mur fait 5 km de long, soit la circonférence de la ville. Okay, move it towards, move it. Hold it, slowly, slowly, okay. Okay. Okay, slowly. Bandaravi, okay? Fine. Again. Nous utilisons ces blocs de béton. Et là, nous allons les couler dans l'eau. Une fois stabilisés, ils seront comblés avec un mélange de sable et de pierre. Le mur fait en moyenne 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est plus que sûr. En ce moment, c'est vraiment les plus grandes marées que nous pouvons avoir dans le pays. Donc c'est assez haut pour nous protéger des vagues les plus puissantes. Maintenant, nous sommes à 100% certains de l'efficacité du mur face à tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Les habitants de Malé peuvent être rassurés. Ce mur a coûté plus de 40 millions de dollars. Et sans l'aide du gouvernement japonais, cette petite république islamique aurait eu beaucoup de difficultés à financer un tel projet. Jusque dans les années 70, les Maldives étaient classées parmi les 50 nations les plus pauvres de la planète. Grâce au développement du tourisme et aux exportations de pêche, le pays a aujourd'hui un taux de croissance parmi les plus forts du monde. Et l'espérance de vie a presque rattrapé celle des pays riches. Mais la géographie de ce petit pays reste un handicap pour son développement. Nous sommes ici à Malé, la capitale des Maldives. Sur la carte, elle est située au centre. Et tout autour, vous avez les différents atolls du pays. On compte environ 1200 îles dans notre pays. Parmi ces 1200 îles, seulement 200 sont habitées. Le gouvernement fait de son mieux pour construire un mur de protection autour de Malé. Mais vous savez, ces travaux coûtent une fortune. Et ce n'est pas vraiment possible d'offrir ce genre de protection pour toutes les îles des Maldives. Dans quelques mois, tous les habitants de la capitale seront à l'abri derrière leurs frontières de béton. Mais la majorité de la population des Maldives vit sur 200 autres îles, la plupart minuscules. Que vont-ils devenir si les éléments se déchaînent à nouveau? À 2 heures de bateau rapide de la capitale se trouve l'île de Rajdou. Elle mesure à peine 500 mètres de large et abrite 800 habitants. Mohamed Ibrahim est pêcheur. Il est aussi l'imam de Rajdou. Il est très impliqué dans la vie de son village, qui n'a aucun secret pour lui.
Il y a 15 ans, la mer arrivait jusque-là, au pied de ces cocotiers. Si on n'avait rien fait, l'érosion aurait fini par menacer l'école. Alors, pour gagner le terrain que la mer nous a pris, on a décidé de déposer les ordures sur cette partie du littoral. Mais pas les plastiques ni le verre. On met les ordures et on les tasse régulièrement avec du sable. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. De plus en plus souvent, à marée haute, les abords de l'île étaient inondés par les vagues. Alors on s'est dit qu'il fallait construire des digues. Mais comme ça coûte très cher, on s'est réunis et toute la population du village a participé aux travaux. De ce côté de l'île, on n'a pas encore les moyens d'installer ces barrières. Et vous pouvez voir que l'érosion est toujours aussi forte. Le sol est juste maintenu par les racines des arbres. À Rajdou, on est quand même tous responsables de ce qui arrive. Car pendant des années, on a beaucoup exploité le corail. On l'arrachait pour construire les maisons du village. On ramassait le sable des plages et du lagon pour les routes, pour faire du ciment. Quand on nous a expliqué que la barrière de corail nous protégeait, on a arrêté de l'exploiter. J'espère que pour le futur de notre île, ça va aller maintenant. Car depuis ces dernières années, on a une vue bien meilleure ici. Avant, la vie était très dure dans les îles. On n'avait pas d'école, pas de dispensaire. Les gens mouraient jeunes et pour les pêcheurs, les conditions de travail étaient très difficiles. Le poisson qu'on pêchait, on le faisait sécher et il partait vers le Sri Lanka ou l'Inde et on survivait avec ça. Puis en 1984, juste en face de notre île, ils ont ouvert un complexe touristique et depuis je vends presque toute ma production aux touristes et mes revenus ont sacrément augmenté. Conscients de la beauté de leur environnement et de la richesse de leurs fonds sous-marins, les Maldives ont tout misé depuis la fin des années 70 sur le tourisme de luxe. Mais ces îles ne sont pas épargnées par l'érosion. Leur frontière naturelle, la barrière de corail, a bien souffert. Et la plupart ont dû construire des murs de protection pour préserver leurs plages de sable fin. Car ce n'est pas seulement un équilibre environnemental qui est en jeu, mais aussi toute une économie. Farid, qui vit à Rajdou, a trouvé il y a quelques mois un emploi de serveur dans cette île touristique. Cette île touristique, c'est vraiment très bien pour les gens de Rajdou. Ça permet de donner du boulot aux jeunes. En plus, c'est juste à côté de mon île. Voilà, c'est mon île, Rajdou. C'est ici que je suis né. Je rentre 2 fois par mois pour visiter ma famille et mes amis. Avant qu'ils construisent le complexe touristique, tous les jeunes étaient obligés de partir pour trouver du travail. Il fallait aller à Malé ou dans une autre île très loin d'ici. Maintenant, on peut travailler à côté, dans l'île touristique, et rester vivre dans notre île. Pour le futur des jeunes, ici, c'est beaucoup mieux. Le chef de l'île de Rajdou, l'avenir est plus incertain.
J'ai remarqué que depuis 4-5 ans, il y a beaucoup moins de poissons autour de l'île et l'eau de mer est bien plus chaude qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a un réchauffement global de la planète? Les signes de changement sont déjà là. La barrière de protection que nous avons construite nous protégera un temps, mais on ne pourra rien faire en cas de montée des eaux. Quelques centimètres de plus et toute notre île sera menacée. J'ai bien peur que nos enfants ne puissent pas grandir ici, car dans les années à venir, il faudra envisager sérieusement de quitter notre île. Le problème, c'est que financièrement, nous ne sommes pas assez solides pour envisager un tel déménagement. Mais je crois vraiment que nous n'avons pas trop le choix. Si le gouvernement nous demande de quitter notre île, on le fera avec plaisir. On est dispersés sur des centaines d'îles et d'îlots et c'est compliqué de nous apporter tous les services. À Malé, nos enfants pourront aller au collège, il y a plein de médecins, on aura sûrement de meilleurs emplois, de plus belles maisons. Je suis sûr qu'on y gagnera. Nous, on est prêts à partir. Non, mais à Malé, on ne peut pas accueillir les gens des autres îles ici. Ils ne peuvent pas s'installer ici. C'est surpeuplé. Ils doivent aller ailleurs. On vit dans de minuscules appartements qu'on doit souvent partager entre plusieurs familles. Les loyers sont hors de prix et il n'y a vraiment plus de place pour construire d'autres maisons. À l'étroit derrière sa frontière de béton, la capitale des Maldives manque terriblement d'espace. Avec 80 000 habitants sur 2 km², la densité de Malé est une des plus fortes du monde. Alors, les autorités maldiviennes se sont lancées dans un projet titanesque. La création d'une île artificielle de 6 km de long sur 2 de large, capable d'accueillir 150 000 personnes, soit la moitié de la population du pays. Nous sommes actuellement sur le site du projet d'Ouloumalé. Ici, quand nous avons commencé les travaux, il n'y avait que de l'eau. Jour et nuit, les dragueuses pompent le sable du lagon qui est amené par des tuyaux jusqu'ici. À cet endroit, on évacue l'eau et on garde le sable. Les bulldozers étalent le sable pour recouvrir la surface à assécher. En ce moment, nous sommes en train d'achever la phase 1 du projet. Et quand elle sera terminée, la surface de la phase 1 sera aussi grande que la capitale Malé. Avec les phases 2 et 3, nous rejoindrons l'aéroport qui sera englobé dans ce projet et nous aurons une seule grande île. Comme vous pouvez le voir, le niveau des terres ici est de 2 mètres au-dessus de l'eau. Quand nous avons commencé les travaux, la hauteur de l'île était de 1,30 m. Mais avec tous les problèmes que nous avons rencontrés dans le passé, nous avons pensé que c'était trop bas. C'est pour ça que nous avons surélevé l'île jusqu'à 2 mètres de haut. Tout cet espace que vous voyez est vide pour l'instant. Mais si vous revenez l'année prochaine, vous verrez des immeubles, des arbres, des routes seront tracées. Nous allons bientôt commencer la construction des 250 premiers logements. Le but de ce projet est de décongestionner Malé et de rediriger par ici les gens qui veulent aller dans la capitale. Une fois le lagon entièrement asséché, Ouloumalé deviendra la plus grande île de tout l'archipel. Le rivage de cette île artificielle arrivera à la limite de la barrière de corail, sur laquelle des digues de protection seront construites.
Là aussi, la frontière naturelle laissera place à une frontière de béton. Depuis qu'ils ont construit le mur, tout a changé. On se sent plus tranquille, on se sent protégé. On n'a plus peur que la mer vienne nous envahir. On voit vraiment l'avenir avec plus d'optimisme. Je ne suis pas certain que ce mur soit la protection ultime. J'en serais heureux, mais tout demeure incertain. Les changements climatiques peuvent arriver très vite. Tout ça est dû à la façon dont les hommes ont choisi de développer leur pays. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais les pays industrialisés comme les États-Unis et beaucoup d'autres se moquent de nos problèmes environnementaux. S'ils n'arrêtent pas d'émettre des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement de la planète, puis d'une montée des eaux, ces pays riches seront responsables un jour d'avoir rayé un pays de la carte, et ça c'est triste et très grave. Quitter notre île pour Malé ou une autre île du pays, c'est supportable. Mais par contre, si un jour on devait envisager de quitter les Maldives pour un pays étranger, ça serait un drame pour nous. À mesure que la montée des eaux menace l'archipel, les hommes construisent des frontières artificielles pour s'en protéger. De quoi patienter le temps d'une génération à l'abri du béton. Mais au-delà, comme de nombreuses régions du monde où la terre et la mer se confondent, l'existence des Maldives reste suspendue à l'évolution d'un milieu naturel fragile et à la volonté des hommes de le préserver. Shikola